Suite du cours, je ferai un petit récap tout à l'heure de ce qu'on a vu pour faire un global. Suite du cours sur le positionnement. Donc le positionnement, c'est une des choses extrêmement importantes en communication et en marketing, et je vous rappelle qu'on fait entre autres du communication, de la marketing, du marketing, de la communication digitale, marketing intégré, qu'on appelle la fameuse IMC, Integrated Marketing and Communication. Et un des éléments les plus importants, on va parler aujourd'hui de stratégie, on va parler aujourd'hui d'écosystème. Un des éléments le plus important du départ des réflexions marketing communication, c'est ce fameux positionnement dont je veux vous parler aujourd'hui, qui est quelque chose de vraiment fondamental. Si on travaille en communication sans réfléchir au positionnement, c'est vraiment peine perdue et quasiment assurance de faire échouer sa campagne de communication. Et vous avez de multiples exemples, on en trouvera peut-être ensemble pendant ce cours, de multiples exemples de sociétés qui ont raté leur campagne de com, qui ont raté leur lancement de produits, qui ont raté leur expansion, parce qu'ils n'avaient pas de positionnement. Alors le positionnement, c'est quelque chose d'extrêmement simple à comprendre. Je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre en à peine 2 minutes. Et c'est quelque chose qui est très dur à appliquer dans la vie de tous les jours. Je ne m'étendrai pas dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais retenez simplement que le positionnement, c'est tout simplement l'action de choisir une seule qualité parmi les dizaines de qualités du produit, du service ou de notre offre. On en choisit une seule, et cette qualité, on l'adresse à une seule cible, alors qu'on pourrait avoir des dizaines de cibles. Eh bien, on choisit une cible. Et là, le positionnement que vous avez au tableau, c'est un positionnement qui va de Q5, donc la qualité numéro 5, peu importe, la qualité numéro 5, ça peut être la durabilité. Bon, très bien, on est positionné sur la durabilité, et qui va vers la cible C6. Et la cible C6, ça peut très bien être les jeunes parents. Et donc, notre produit, notre service, notre tonalité de communication, nos médias, nos canaux, les mannequins que l'on va choisir, les messages que l'on va choisir, ils vont parler vous l'avez compris, de Q5, la durabilité, et on adresse cette durabilité au segment ou au persona C6, qui sont les jeunes parents. Donc, combien y a-t-il de jeunes parents en France, si on considère que jeunes parents, c'est parents d'enfants de moins de... enfants de moins de 5 ans, eh bien, il y a grosso modo 3 millions de jeunes familles, donc ça fait 6 millions de jeunes parents. Donc, notre produit, notre service parle de durabilité, solidité, durabilité, écologie, de durabilité, la qualité numéro 5, et on adresse, retenez ce terme, adresser, on adresse cette qualité numéro 5 sur la cible C6, qui est les 6 millions de jeunes parents français. Alors, après, on pourrait dire 6 millions de jeunes parents français, ça ferait grosso modo 25 millions de jeunes parents européens, si on a une cible plutôt européenne que française. Donc voilà, c'est ça le positionnement. Et si on s'est engagé de parler de Q5, la durabilité, on ne parle pas de Q4 qui est la technologie, on ne parle pas de Q3 qui est, que sais-je encore, la disponibilité, on ne parle pas de Q2 qui est, je sais pas quoi, la réparabilité, on ne parle pas de Q1 qui est autre chose encore. Et encore une fois, comme on est sur C6, les jeunes parents, enfants de moins de 5 ans, 6 millions de personnes en France. On ne parle pas au C5, qui seraient les étudiants. On ne parle pas au C4, qui seraient les femmes enceintes. On ne parle pas au C3, qui seraient les 35-45 ans, etc., etc. Donc le positionnement, et retenez ça, c'est la base du succès de toute offre que l'on peut faire. Ce positionnement, c'est le choix d'une qualité que l'on adresse à une seule cible.
Et si vous savez faire ça, c'est à peu près l'assurance que vos produits seront des succès parce qu'ils ont une qualité et une cible. Et donc ça veut dire que les messages vont être plus clairs, ça veut dire que plein de choses vont être beaucoup plus positives. Maintenant, vous pouvez avoir un produit qui est très versatile et qui pourrait s'adresser à plein de personnes et qui pourrait revendiquer plein de qualités. Dans ce cas-là, que faut-il faire ? Tout simplement, dans ce cas-là, on va s'orienter vers quelque chose qui s'appelle du multi-branding. Ne retenez pas le nom, c'est un peu compliqué. Et on va choisir le produit rouge, le produit bleu, le produit vert, qui vont avoir des noms différents, qui vont avoir éventuellement des marques différentes sous la même ombrelle, sur la même société, ou carrément des sociétés différentes et des marques différentes. Mais en tout cas, ce seront des produits différents. Et donc, retenez ça comme étant l'essence, le premier pas d'une bonne communication et d'un bon marketing. Avec toujours, et on va le revoir tout à l'heure quand on parlera de Apple Watch versus Rolex et quand on parlera de à qui adresser, on appelle ça le job to be done, on appelle ça de différentes manières. Mais ça procède toujours du même principe. Retenez cette image-là de qu'est-ce que le client achète par rapport à ce que l'entreprise croit vendre. Regardez cette photo, elle est très légèrement sportive, donc elle peut vous impliquer, elle peut vous impacter. Voilà l'exemple parfait à retenir pour comprendre ce que l'entreprise croit vendre et ce que le client veut acheter. Donc là, vous avez une entreprise, vous l'avez compris, qui fabrique des skateboards, mais ça marche avec n'importe quel produit, qui, elle, pense vendre une planche en bois ou en fibre avec des trocs, des roulements à billes, des roues, des vis, des pads, etc. Et elle pense vendre un produit technique qui a une certaine capacité, une certaine résistance, un certain, une certaine habileté à faire des figures sur un rampage, pour le dire simplement. Et de l'autre côté, vous avez un client, un consommateur, un utilisateur, appelez-le comme vous voulez, qui lui achète non pas un skateboard, non pas une planche à roulettes, non pas des trucks, des pads et des trucs comme ça, qui achète un lifestyle, qui achète un art de vivre, qui achète le moyen de se faire des copains, qui achète quelque chose d'autre par rapport à ce que l'entreprise pense vendre. Donc, retenez bien ce schéma en tête entre ce que l'entreprise croit vendre et ce que le client achète. Il y a ce décalage que l'on va retrouver dans la communication, et toujours pareil dans le positionnement que l'on va avoir. Bien sûr, une entreprise qui vend les produits que vous avez au tableau, elle doit bien entendu se focaliser sur le fun, sur le groupe, sur la communauté de skateboarders, sur le moyen de se faire des amis, des copains, c'est le moyen de rentrer dans un groupe, le moyen d'apparaître cool, le moyen d'être dans son temps, le moyen de pratiquer un sport qui va nous élever au rang de ce qu'on a envie d'être. Donc c'est plus la finalité, c'est plus ce qu'on a envie de devenir. C'est pas du tout d'avoir la planche la plus sophistiquée, la plus technique et la plus solide. Et vous comprenez que là, entre ces deux visions-là, bien sûr, il faut choisir celle de droite, mais entre ces deux visions-là, et vous l'avez certainement rencontré déjà dans des entreprises, si l'entreprise gagne une dotation de 100 000 euros qui est donnée par la région, par exemple, pour se développer, vous pouvez être certain que l'entreprise va investir dans la partie de gauche. Elle va investir dans une planche plus solide, dans une planche thermoformée, dans une planche avec une couche de Kevlar, dans une planche avec des roulements à billes en inox, dans une planche résistante 10 ans, alors que il faut investir dans
une campagne d'influence avec Leda Mafouf, avec Seb Fritz, qui fait du skate et qui utilise le produit. Parce que c'est ça que le public va acheter. Donc, trop d'entreprises vont investir dans la qualité intrinsèque du produit et pas du tout assez dans l'utilisation que l'utilisateur a du produit. Et on décode ça, cette différence-là, qui va bien sûr impacter le cerveau, que pense l'utilisateur et que voudrait avoir l'entreprise. On va décoder ça selon ce schéma, mais qui est hyper simpliste. Je vous le montre en grand. Ce schéma hyper simpliste, c'est tout simplement la différence qui existe entre la valeur réelle du produit. Donc, vous voyez un produit là qui aurait la note de 100, comme ça, le 100 étant une indication, ça veut rien dire de très précis, mais la valeur réelle du produit est de 100. Et la valeur perçue par les utilisateurs, on parle pas de journalistes, on parle pas de spécialistes, on parle pas de techniciens, on parle pas d'ingénieurs, on parle pas de sportifs de haut niveau qui pourraient évaluer le produit, on parle des utilisateurs qui utilisent le produit et qui achètent le produit en nombre. Eh bien, quand on pose la question à ces utilisateurs, pour vous, quelle est la valeur perçu, que vous percevez de cette marque, de ce produit, eh bien, s'ils répondent, comme dans mon schéma un peu stupide ici, s'ils répondent 45%, eh bien, c'est typiquement un problème de communication qu'on a dans l'entreprise. On n'arrive pas à communiquer la valeur réelle du produit et la valeur perçue est inférieure à la valeur réelle. Donc ça, c'est toute la difficulté de ce qu'on appelle le positionnement, qui est la pierre angulaire. On a vu la dernière fois la définition du marketing, créer de la valeur pour l'écosystème, le client, l'utilisateur et l'entreprise. Il faut bien que l'entreprise gagne aussi de l'argent dans l'ordre que vous voulez. Et bien là, on s'inquiète et on s'interroge sur le positionnement, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc plusieurs bouquins, vous les verrez dans les slides à lire, entre autres le classique Positioning de Jack Trout et Hal Ries, qui sont les deux grands spécialistes du positionnement. Alors cette matière n'est pas du tout nouvelle, elle a bien une vingtaine d'années, mais elle n'en reste pas moins fondamentale. Ce qu'il faut retenir, c'est, donc le key takeaway, c'est le but de ce positionnement, c'est d'adresser une seule qualité à une cible. Donc on a une qualité, une cible, et on va adresser une seule qualité à une cible. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On passe à un autre sujet maintenant. Bien sûr, n'hésitez pas, s'il y a des questions. Alors, j'ai pas exactement le chat sous les yeux, mais voilà, maintenant j'ai le chat sous les yeux. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, ou n'hésitez pas à brancher vos micros et à prendre la parole pour poser des questions ou pour avoir des précisions. Je vous réponds bien sûr avec grand plaisir. Et sinon, on avance sur une nouvelle partie qui est la décomposition ou la classification de cette fameuse CMI du marketing et de la communication. Alors, pour faire les choses très simples, on va aller vraiment au plus vite. On va distinguer 4 grandes parties à la communication et au marketing. La première, c'est quelque chose de très philosophique. C'est une vision du monde, une vision de le fameux Customer Obsession, la fameuse VOC, Voice of Customer, le fameux client, l'utilisateur est au centre de la réflexion, la fameuse UX, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu au tout premier cours, UX, c'est quelque chose d'extrêmement important, UX voulant dire, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, User Experience, donc l'expérience utilisateur. Je vous invite vraiment à dire UX et pas à essayer d'américaniser la chose. Donc
vous l'avez ici sous ma souris, la philosophie. 2, on va passer très rapidement les fonctions communication, marketing, les CM, Community Manager, SMM, Social Media Marketer, etc., etc., la stratégie et le côté opérationnel. Donc, passons très rapidement sur tout ça. Ça a guère d'intérêt. Je voudrais juste vous apprendre quelque chose et travailler avec vous sur une matière qui est la communication digitale. J'aimerais qu'on le fasse sous forme, et donc là je vais vous demander de brancher vos micros et de travailler avec moi sur cet exercice-là. Je voudrais qu'on fasse un mind mapping, que je vous enverrai après dans le chat, ou dont je vous mettrai le lien. Je vous écris le mind mapping à l'intérieur du chat. Donc un mind mapping en français, ça s'appelle une carte heuristique. On utilise très très peu ce terme de carte heuristique, on préfère utiliser le terme de mind mapping. Et donc le principe d'un mind mapping ou d'une carte heuristique, c'est d'avoir un sujet central. Donc là, vous l'avez au tableau. Le sujet central, c'est le marketing digital ou la communication digitale. Et vous avez la branche numéro 1 ici, qui est les aspects techniques du web digital, etc. La branche numéro 2 qui est la data, la recherche, etc. La branche numéro 3 qui est le search. Je vais me mettre de l'autre côté pour voir la branche numéro 4 qui est la stratégie, le e-commerce et le e-advertising. Et donc ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on fasse le mind map de la communication digitale ou du marketing digital. Les deux sont synonymes. Donc là, l'outil que j'utilise, je vous ai mis son lien dans le chat, il s'appelle Whimsical. Donc je pense que je peux vous remontrer la base du site internet de Whimsical. Donc voilà, vous devez voir Whimsical. Non, ça va directement sur mon fichier. Donc vous ne voyez pas la base de Whimsical, mais quand vous créez, donc bien sûr Whimsical est gratuit. Et quand vous créez un compte, on vous propose de faire un nouveau document. Donc là, j'ai fait un nouveau document. Pour l'instant, j'ai rien dessiné. Je vais prendre ici l'outil Mind Map. Vous le voyez là. Donc je clique sur Mind Map et je vais mettre ma souris à peu près au milieu. Et j'ai mon titre principal qui est Mind Map. Donc bien sûr, moi, ce que je veux faire, et ce que je veux que nous fassions ensemble, c'est un mind mapping de la communication digitale. Donc, je tape communication, excusez-moi, digital, communication digitale avec un E, c'est plus joli, voilà. Est-ce que je peux centrer ça? C'est pas évident. Je check là vite fait une seconde. Non, on peut le mettre en heading 3. On va voir heading 3, c'est pas centré. Visiblement, on ne peut pas le centrer, mais c'est pas très très grave, on peut le laisser comme ça. Donc voilà, communication digitale, et maintenant, j'aimerais que vous branchiez vos micros et que vous me disiez, dans la communication digitale, ou dans le marketing digital, c'est à peu près synonyme, ou dans la CMI, ou dans l'IMC, Integrated Marketing and Communication, qu'est-ce que vous voyez comme branche? Alors, ce qu'on fait là, je vais vous l'écrire juste en dessous, c'est ce qu'on appelle en français ou en anglais une taxinomie. Donc je vais vous l'écrire en français. Taxinomie, IE. Donc c'est une, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, je vous le mets en plus gros, une taxinomie du marketing digital, donc ou de la communication digitale. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est quelles sont les différentes branches, quelles sont les différentes matières, quels sont les différents canaux de cette communication digitale pour avoir un mind mapping, une taxinomie, une classification, un portrait
de toutes les matières qui composent la communication digitale. Alors, je me mets en plus petit pour qu'on puisse voir les choses, et au passage, je vous apprends à vous servir de cet outil de mind mapping qui s'appelle Whimsical. Il en existe d'autres, hein, bien sûr, vous pouvez utiliser Mural, vous pouvez utiliser Miro, vous pouvez utiliser Xmind. Il y en a des dizaines, vous tapez Mind Mapping Tool sur Google et vous les avez tous. Là, j'utilise le plus simple aujourd'hui qui est Whimsical. Donc, je vais partager cet écran. Donc, je copie le lien. Je vous laisse pas tous éditer dessus et je vous le colle dans le chat. Donc, ce qui fait que si vous cliquez sur ce lien, vous avez tous sur vos écrans cette même communication digitale sans pouvoir l'éditer. Alors, dites-moi, à votre avis, quelles sont les branches de la communication digitale. Alors, ce principe de mind mapping, il est très utile dans l'exercice qu'on fait maintenant de classification ou de taxinomie. C'est un synonyme, classification, taxinomie, mais il est aussi très utile quand vous voulez faire du brainstorming, quand vous voulez préparer un plan pour un dossier, quand vous voulez mettre à plat vos idées, quand vous voulez réviser, quand vous voulez faire le point sur une matière que vous êtes en train de travailler, ben vous pouvez partir de là et dire maintenant, voilà mon sujet, taxinomie de la communication digitale, quelles sont les différentes branches. Alors là, je vous laisse participer et me dire quelles sont les branches de la communication digitale. Il y a les réseaux sociaux. Très juste. Donc là, je fais entrée. Je clique sur entrée sur mon clavier et je tape réseaux sociaux. Alors, je vais essayer de pas faire faute d'orthographe parce qu'après, je vais vous l'envoyer. Réseaux sociaux. Et donc, dans réseaux sociaux, je vais bien sûr, là, je le fais tout seul. Je vais cliquer sur tabulation. Et si je clique sur tabulation, je fais une sous-entrée à réseaux sociaux. Je vais bien sûr pouvoir mettre TikTok. Et là, je fais entrée, je vais pouvoir mettre YouTube. Je vais essayer de ne pas faire de faute d'orthographe. YouTube. Je vais pouvoir bien sûr mettre Instagram. Je vais pouvoir mettre Snap. Je vais pouvoir mettre mon favori qui est X, bien sûr. Mais aussi Blue Sky. Et après, je vais pouvoir me dire, mais ceux-ci peuvent se regrouper selon différentes catégories. Par exemple, là, j'ai X et Blue Sky, c'est du microblogging. Donc, je peux faire une nouvelle catégorie. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je peux faire une nouvelle catégorie, vous allez voir comment ça fonctionne, qui va s'appeler microblogging, ce qu'est Blue Sky et ce qu'est X, et je fais une autre catégorie vidéo, et vous avez compris où je veux en venir. Je vais mettre, regardez bien l'écran, je vais faire un drag and drop de Blue Sky dans microblogging, et je vais mettre X dans microblogging aussi. Je vais prendre YouTube, je le mets dans vidéo, et je prends TikTok et je le mets dans vidéo. Snap et Insta étant un peu à part, et alors après on peut tous les ajouter. Bon, à part les réseaux sociaux. Donc je reviens dans réseaux sociaux, et là je fais entrée au lieu de tabulation, et si je fais entrée, il va me mettre une autre branche au niveau de réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la communication digitale en plus des réseaux sociaux? Les sites web. Mais bien sûr. Donc je vais l'écrire à l'anglaise websites. Et alors, dans les websites, je peux avoir différentes catégories. Donc là, je tape sur tabulation. Je vais avoir des sites corporate. Je vais avoir des sites de blogging. Je vais avoir des sites produits. Je vais avoir des sites utilisateurs. Je vais avoir des sites mode d'emploi, par exemple. Etc., etc. Donc, j'ai tout ça. Et après, si j'ai envie, bien sûr, je vais pouvoir regrouper peut-être blogging, utilisateur et mode d'emploi. Je peux le regrouper sous produit, peut-être. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec ces outils-là, c'est que ça vous permet de faire une belle organisation de votre pensée, et après, ça marche mieux. Alors, merci pour réseaux sociaux et websites. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La publicité. Bien sûr. Donc, je me mets sur website.
je clique sur Entrée, et ça va me faire une autre branche, Publicité. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre encore? Pour les newsletters et tout. Alors, newsletter, écrivons-le comme ça, newsletter. Quoi d'autre encore? Le SEO. SEO. Ah pardon, j'ai mis SEO, excusez-moi. Ça c'est un lapsus révélateur. C'est pas une faute d'orthographe, hein, c'est un vrai lapsus, parce que le SEO existe aussi. Donc le SEO, puisque j'en ai parlé, il va venir sous publicité. Donc là, je tabule derrière publicité, je tape SEO, et je vais avoir la publicité. Et comme je suis dans publicité, j'ai mis SEO, je fais entrer une première fois pour valider SEO, et entrer une deuxième fois pour mettre un deuxième mot qui va être le display. Et je pourrais mettre un troisième mot qui est la publicité sous forme de vidéo. Et je m'arrête là parce que je ne vais pas développer plus que ça, publicité. Newsletter, SEO, il m'en manque un gros là. Emailing. Alors l'emailing, on va le classer avec newsletter. Avec la grande. Alors je vais vous montrer comment on va faire ça. Là je mets emailing. Et là maintenant la question, et j'ai pas la réponse, et il n'y a pas de réponse, hein, ne croyez pas que y a une taxinomie de correction qui serait la bonne taxinomie et les autres qui seraient les mauvaises taxinomies. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de bonne et mauvaise taxinomie. Mais par exemple, est-ce que vous mettriez newsletter en premier et emailing derrière, ou emailing en premier et newsletter derrière? Les deux peuvent se justifier, hein, il n'y a pas de correction. Mais admettons qu'on ait envie de mettre l'emailing devant newsletter. On va drag and dropper emailing, on va rattacher emailing à communication digitale, et on va prendre newsletter et on va le rattacher directement à emailing. Et puisqu'on est dans emailing et qu'on a newsletter, on va pouvoir mettre on va mettre des emails transactionnels. C'est les emails qu'on reçoit suite à un achat, et les emails promotionnels. Donc là, c'est les emails du style VP, du style Black Friday, etc., etc. Donc là, j'ai détaché SEO, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que vous mettriez d'autre encore? Le cold calling. Absolument. Absolument. Donc là, on y va. Et puisque tu parles de cold calling, à ce moment-là, dans l'emailing, on va se le mettre aussi, hein. Cold email. Oui. Et on pourrait se dire, est-ce que le cold email, il rentrerait pas dans le promotionnel? Parce que dans le promotionnel, il y a le cold email que je fais à ma base de clients, et puis il y a, enfin, l'email que je fais à ma base de clients pour rappeler une promotion, et puis il y a le cold email que je fais à une base d'inconnus. Ou pas. Donc ça nous permet de bien réfléchir. Mais effectivement, le cold calling, donc là, j'appelle et les gens ne me connaissent pas encore. Et donc il manque, je vais vous le donner pour pas trop perdre de temps, il manque bien sûr tout ce qui est e-commerce. Et une fois qu'on a le e-commerce, on va avoir, alors je ne sais pas pourquoi mon schéma ne s'organise pas harmonieusement tout autour de... Ah voilà, il suffisait de le faire passer par ici. Bon, ok, on va le faire passer par ici alors. Ah voilà, il suffit de le drag and dropper de ce côté pour équilibrer. J'avais pas la méthode, parce que d'habitude il s'équilibre tout seul. Donc dans le e-commerce, on va avoir bien sûr du e-commerce version, excusez-moi, je me suis trompé dans ma manipulation, le e-commerce version social selling, le e-commerce version website e-boutique,
Et on va avoir aussi dans le selling, pourquoi pas, on rajoute la vente physique au point de vente, donc le PDV point de vente physique, donc le magasin, le retailer à l'ancienne. Alors pourquoi est-ce qu'on met ici, alors qu'on parle de communication digitale, pourquoi est-ce qu'on met le point de vente physique magasin ? Parce que notre stratégie de communication digitale, elle peut avoir pour objectif de faire venir les gens au point de vente physique pour leur faire du retrait, click and collect. Donc ils ont acheté sur le site et ils viennent collecter au point de vente, ou dans le cadre de produits qu'il faut essayer, ajuster, personnaliser. Eh bien, le but, c'est de les faire venir au point de vente pour avoir l'expérience finale de l'essai du produit ou de la personnalisation du produit. Et donc là, on va utiliser une stratégie de communication digitale sur les réseaux, sur tout ce que vous voulez, dont l'objectif est de faire venir les gens en magasin. Et donc, la question est, comment s'appelle cette stratégie ? Vous allez voir, c'est tout simple. Comment s'appelle cette stratégie de parler d'un point de vente sur le web pour faire venir les gens en magasin ? Quelqu'un a le nom de cette stratégie ? On appelle ça du web to store. Vous l'avez là, ici, un petit peu en décalé, là, ici, web to store. Le web to store, ça consiste à faire des actions digitales pour faire venir les gens au point de vente, et on pourrait appeler ça du phygital, puisque c'est la contraction de l'expérience physique au point de vente qui a débuté en digital sur les réseaux sociaux, peu importe, sur ce que vous voulez. Donc voilà ce qu'on peut dire. Bien sûr, il y a encore plein d'autres choses, puisqu'on a vu social selling, la vente en e-boutique, la vente en magasin. On pourrait ajouter, bien sûr, et j'espère que vous faites pas l'erreur, qui est complètement différent, le mobile commerce ou le commerce mobile. Parce que le mobile commerce est très différent de la e-boutique. C'est pas le même device, c'est pas le même enregistrement, c'est pas le même mode de paiement. Quand on est en mobile commerce, double clic, vente avec du Apple Pay. Quand on est en e-boutique sur un laptop desktop, même s'il est possible de faire du Apple Pay ou du Alipay ou du WeChat Pay ou du PayPal, c'est beaucoup plus difficile de le faire en e-boutique que de le faire en mobile commerce. Et pour être complet, est-ce que quelqu'un voit le dernier point qui manque dans cette déclinaison du e-commerce? Il en manque un, on l'a vu la dernière fois, on l'a passé rapidement, mais on l'a vu la dernière fois. C'est le Metaverse Commerce. On va l'écrire à la française, Metaverse Commerce. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de Metaverse Commerce qui fonctionne depuis plusieurs années et qui génère mondialement quelque chose comme 42 milliards de dollars et en France environ 3 milliards d'euros de Metaverse Commerce? Je sais pas si tu peux considérer des applications VR comme du métaverse, mais... Oui. Ouais, du coup, l'Oculus Quest, par exemple, de Facebook. Alors, l'Oculus ou le Vision Pro ou tous ces outils, effectivement, de connexion rentrent dans le métaverse, mais quelque chose que vous avez tous acheté. Tous les achats in-game, tout ce que vous achetez à l'intérieur des jeux,
Vous êtes dans un métavers qui est le jeu, vous achetez une cape d'immunité, vous achetez un cheat code, vous achetez plus de terre, plus de vaches, plus de cochons, je sais pas à quel jeu vous jouez, mais peu importe, vous achetez une tenue un peu stylée, bah c'est du metaverse commerce, c'est tout ce qui se vend dans les jeux et qui peut se revendre ensuite si vous avez, ou si vous connaissez Roblox, tout le commerce qui est fait à l'intérieur de Roblox, eh bien on est dans un genre de métavers, mais on est bien dans un métavers qui est le gaming et qui rentre parfaitement dans cette distinction-là. Il manque encore une grande branche à cette communication digitale, je vous la donne. C'est la partie technique. Même si ce n'est pas de votre ressort, puisque vous n'êtes pas des codeurs. Alors maintenant que j'ai appris à faire passer de l'autre côté, je vais m'en donner à cœur joie. Hop là, non, pas ici, voilà, la partie technique ici. La partie technique, bah, c'est tout et je vais supprimer celle-là qui ne me sert pas, que j'ai fait à tort. Voilà, hop. La partie technique, c'est tout le codage des sites, le codage des applications. Si vous connaissez du WordPress, si vous connaissez différents outils, on peut même considérer la partie technique quand vous montez une vidéo avec du CapCut pour la mettre dans TikTok, ou quand vous préparez un carrousel à mettre dans les réseaux sociaux. On n'a pas mis LinkedIn. On peut se rajouter LinkedIn ici. Peut-être que vous l'utilisez un petit peu. On n'a pas mis LinkedIn. Quand vous faites un carrousel PDF pour le faire passer sur LinkedIn, c'est la partie technique. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire en amont, ou quand vous faites de la retouche photo, on peut appeler ça la partie technique de la communication digitale. Et puis, un peu plus technique, donc dans le technique, on va distinguer ce qu'on appelle le no-code. C'est tous les outils qu'on peut utiliser un peu comme CapCut en drag and drop de manière assez cool, assez tranquille, sans savoir coder. Et puis bien sûr, on va pouvoir utiliser après du HTML. J'ai fait une faute d'orthographe. HTML qui va toujours avec du CSS, Cascading Style Sheets, et qui va toujours avec du JS pour JavaScript. Et puis, bien sûr, après, on peut coder des applications. Donc, les applications, elles vont se coder en Java pour les applications Android, et en Swift pour les... C'est pas du Taylor Swift, hein, c'est un langage de programmation. Oh, j'ai mis Switch, pardon. Swift... donc j'ai faute d'orthographe encore, voilà, du Swift, en Swift pour les applications iOS, c'est le nom du langage dans lequel on code les applications, dans les applications Apple, iOS, Apple Store, elles sont codées en Swift, et les applications Android, elles sont codées en Java. Donc est-ce que vous trouvez que là on a une vision un peu plus claire de la communication digitale et des différents embranchements de cette communication digitale? Ouais, il y a pas mal de détails. Ouais. Donc on peut complexifier ça, bien sûr, encore et encore. On peut compléter déjà pour être exhaustif, et on peut complexifier, par exemple, dans le SEO, qui est un cours qu'on fera ensemble, on peut mettre deux grandes catégories. Je ne sais pas si on a le temps, mais on peut se le tenter maintenant. On peut mettre deux grandes catégories, et dans chacune des catégories, on peut mettre 6 sous-catégories. Alors, à votre avis, quelles sont les grandes catégories du SEO? Je vais déjà dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le SEO, ce qu'est le SEO. Le SEO, c'est ce qu'on appelle aussi le search. C'est toutes les techniques que l'on va mettre au point pour être trouvable, pour que les gens nous trouvent. Donc bien sûr, pendant des années et des années, ça a été comment être en première position sur Google. Mais il n'y a pas que Google dans la vie, hein. Il y a plein d'autres domaines où on veut être en première position. Quel est le plus grand moteur de recherche du monde? Vous allez tous me répondre Google. Attention, question piège. Quel est le deuxième moteur de recherche du monde? Quoi? Excusez-moi. Le premier moteur de recherche du monde, c'est Google. Et je vous demande quel est le deuxième endroit où le plus de monde recherche des choses.
Bing. Et puis le troisième endroit après, qui va nous donner 3 branches du SEO. Bing. Alors Bing, non. Ça va être le 10e, Bing. Un moteur de recherche, mais... C'est un moteur de recherche, absolument. Bing, c'est le moteur de recherche de... Ah, mais je disais TikTok. TikTok, oui, c'est le 4e. On cherche le 2e et le 3e. Vous les connaissez par cœur, hein. Vous y êtes pour l'un tous les jours et pour l'autre toutes les semaines. Safari? Non. Non, alors Safari, c'est un browser, c'est un navigateur. Là-dessus, on ne recherche pas dans Safari. On navigue sur Safari. Et Safari, on va le brancher à un moteur de recherche qui sera soit Google, soit Bing, soit Yahoo, soit DuckDuckGo, soit Brave, soit... il y en a une dizaine, hein, ils sont pas hyper nombreux. Mais deuxième, alors donc là on a le SEO, donc on va essayer de compléter un petit peu le SEO. Premier moteur de recherche, ça va bien sûr être Google. Le deuxième, c'est YouTube. C'est dans YouTube que les gens recherchent. Et le troisième, c'est Amazon. Et donc, quand vous faites dans YouTube, vous cherchez, suivant ce que vous avez envie de trouver, Super Bowl, par exemple, eh bien, il y a combien, le Super Bowl a eu lieu cette nuit, il y a combien de sites qui ont fait une vidéo du Super Bowl? Alors c'est la vidéo des pubs, la vidéo du halftime, du Kendrick Lamar, du show de Kendrick Lamar, la vidéo des essais, je sais pas comment on appelle ça en football américain, mais des touchdowns, voilà, c'est plutôt ça comme ça. Il y a combien de vidéos qui ont été faites sur le Super Bowl? 1000, je dis ça au hasard, hein, mais 1 millier à peu près. Ben, comment faire pour que quand quelqu'un tape Super Bowl 2025, comment faire pour que ce soit votre vidéo qui soit en première position? Eh ben, c'est du SEO aussi. Et pareil sur Amazon, quand vous êtes sur Amazon et que vous tapez gourde ou thermos ou je sais pas quoi, tiens, j'ai un produit sous les yeux, Hydratis, je sais pas si quelqu'un connaît ces pastilles-là d'hydratation de l'eau, quand vous tapez Hydratis dans Amazon, comment faire en sorte pour que ces pastilles-là, de la marque que je ne connais pas, je trouve pas la marque, peu importe. D'ailleurs, Hydratis, c'est peut-être la marque, j'en sais rien. Ça doit être des pastilles d'hydratation optimise, oh, je sais pas ce que c'est, peu importe, on s'en moque. Comment faire pour que votre produit arrive en première position? La marque, c'est Hydratis, ouais. La marque, c'est Hydratis, pardon. Donc, pastilles d'hydratation, peut-être que ce serait ça qu'on recherche dans Amazon. Ben, comment faire pour que Hydratis arrive en première position? Donc, voilà différentes choses que l'on peut avoir dans le SEO. Et bien sûr, le quatrième, vous l'avez dit pour certains, c'est TikTok et Instagram. Aujourd'hui, vous êtes la génération Z, vous le savez, la génération Alpha, donc ceux qui sont plus jeunes que vous, ceux qui ont une quinzaine d'années aujourd'hui, ils cherchent tout de base dans Insta, TikTok et Snap. Alors que parfois c'est pas indiqué du tout de chercher là-dedans parce que on trouve pas la bonne information, mais de base ils cherchent là-dessus. Et après ils se disent peut-être qu'il vaut mieux chercher sur Google. Et dans le SEO, qu'est-ce qu'on pourrait encore distinguer? Quelque chose qui est un petit peu différent, qui s'appellerait, qui est pas vraiment Google, mais qui est un peu Google, qui est Google Maps. Parce que quand on cherche un serrurier à 10 heures du soir pour rentrer chez soi, il vaut mieux le chercher sur Google Maps parce qu'on va avoir des serruriers qui sont pas trop loin de chez nous, avec une petite fiche qui s'appelle Google My Business qui nous dit s'ils font les urgences ou pas et qui nous donne un numéro de téléphone auquel on peut appeler pour venir nous dépanner. Pareil pour un plombier, pareil pour tout ça. Il est évident que chercher un serrurier à 10 heures du soir, ça sert à rien de le chercher sur Instagram. Parce que sur Instagram, on va trouver des serruriers, mais qui habitent à 500 km et qui viendront jamais vous dépanner. Donc, mais la génération alpha, de base, ils vont rechercher dans TikTok et dans Instagram, et pas dans Google Maps, pas dans Google, alors que parfois c'est utile. Donc ce qu'on a fait là sur le SEO, c'est
vraiment embryonnaire. Hein. Il y a d'autres choses que je vais pas vous laisser avec cet embryon faux. Il y a d'autres choses. Je vous le fais très rapidement ici. Il y a bien sûr tout ce qui est moteur de recherche, pardon. Et peut-être pour les plus avancés d'entre vous, vous savez déjà qu'il y a des moteurs d'IA. Parce qu'on recherche aussi sur ChatGPT. Donc moteur de recherche, il y a tout ça. Moteur d'IA, il va y avoir d'autres choses. Et ensuite, dans les moteurs de recherche, donc déjà, retenez bien cette séparation dans le SEO entre moteur de recherche et moteur d'IA. Ce sont deux problématiques différentes, deux technologies différentes, deux moyens qu'on va mettre en place qui sont différents pour être présents dans les moteurs de recherche et pour être présents dans les moteurs d'IA. Donc, le SEO ici, il est complètement incomplet, mais on fera un cours dessus pour le compléter, à moins que vous ayez déjà eu des cours de SEO. J'avoue que j'ai pas vu tous les cours que vous aviez déjà eu dans à GEM. Donc si on n'est pas eu, on en fera un, parce que ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà comment on utilise un outil de mind mapping. Je vous mettrai le lien pour pouvoir récupérer ça. Donc si vous créez un compte sur Whimsical, c'est gratuit. Vous allez sur le lien que je vous ai donné de ce début de mind mapping de la communication digitale, et vous pouvez le copier, ce travail qu'on a fait ensemble, vous pouvez le copier dans votre espace, et après vous pourrez le modifier. Là pour l'instant, si vous y allez, vous pouvez juste naviguer dedans, le regarder. Vous avez un lien j'ai mis un lien de vue, donc vous pouvez le voir. Je vous remets le lien dans le chat. Vous pouvez voir ce tableau, mais vous ne pouvez pas le modifier. Et si vous le copiez dans votre espace à vous, vous voyez ici, il y a marqué Uber Workspace. Donc si vous créez un Whimsical, vous aurez par exemple Jacques Workspace, et vous prenez ce graphique-là, et vous allez cliquer ici, et vous allez le copy to votre workspace, et vous pourrez le modifier et en faire ce que vous voulez. Et je vous invite vraiment à utiliser ces outils-là, parce qu'ils sont extrêmement utiles. Vous voyez, on peut fermer tous les nœuds ensuite, si on a envie d'avoir une vue plus synthétique. On ferme tous les nœuds. Alors, il y a une commande pour les fermer tous d'un coup. Et donc là, on a une vision... Ah pardon, je ne vous ai pas remis la vision, excusez-moi. Ok. Voilà. Là, on a une vision je vous la mets en gros à 200%. On a une vision très synoptique de la communication digitale en 8 branches. Et ensuite, on voit qu'il y en a 9 derrière les réseaux sociaux. Donc, on peut avoir le détail du réseau social, on peut avoir le détail des différentes choses. Et après, on peut retravailler dans les réseaux sociaux pour les regrouper en différents groupes. Alors, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, bien sûr, moi, je vais aller ajouter des réseaux sociaux qui sont des réseaux Web 3, des réseaux qui sont sans plateforme et qui sont la propriété des utilisateurs. Donc voilà ce qu'on peut faire en matière de taxinomie du digital. Il y a des personnes qui ont fait des choses beaucoup plus jolies et créatives sous forme d'arbres. Alors c'est très joli, donc celle-là qui est de Mark Robinson, qui dit que dans les racines de l'arbre, il y a le contenu, la stratégie, la recherche et le branding. Et puis dans les branches de l'arbre, vous retrouvez email marketing, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, social media, et on a le search comme vous l'avez dit aussi, et le développement comme je l'ai ajouté moi avec la partie codage. Donc il y a différentes manières de représenter tout ça que je vous invite bien sûr à utiliser.
Donc cette partie est terminée, on va pouvoir aborder une deuxième partie. Donc je vous mets là un petit récap de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc à la fin de chaque partie, j'utiliserai cette espèce de... Tiens, vous pouvez me dire dans le chat comment s'appelle une présentation comme ça. Ça a un nom bien précis. Ça a un nom précis, qui reprend les différents sujets qu'on a pu voir ensemble. Donc, vous vous souvenez, au premier cours, on a vu UX, CX, EX. UX, c'est expérience utilisateur, CX, expérience client, EX, expérience collaborateur, employee en anglais. Le but de tout ça, c'est d'aller vers du user engagement et de faire l'engagement des utilisateurs et de faire des ventes. La définition du marketing, je vais donner créer de la valeur pour l'écosystème, le client, l'entreprise. On a vu la fameuse définition du marketing très simple, smiley sourire égale euro. On a vu cette petite, j'y tiens beaucoup, cette petite vision du positionnement avec ce que l'entreprise croit vendre et ce que le client achète réellement. Et on a vu les 3 piliers, ça faisait partie d'une des questions du quiz. Quels sont les 3 piliers du digital? L'utilisateur, le customer journey ou le parcours client avec la fameuse UX à chaque touchpoint ou à chaque point de contact et la data et d'autres choses que vous trouverez dans les slides. À chaque cours, je vous donne une lecture. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux bouquin Positioning de Jack Trout et Al Ries. Donc, si ça vous tente, bien sûr, Positioning, c'est un livre extrêmement important si vous avez été sensibilisé à cette matière. Et un autre livre important ici, dans l'état où on est pour l'instant, c'est un livre, retenez au moins le nom de ce monsieur, c'est un livre de monsieur Godin, Godin, je vous l'écris dans le chat, monsieur Godin, bien sûr en anglais on va dire Seth Godin, mais c'est monsieur Godin, et un bouquin qu'il a écrit, c'est un très vieux bouquin qui date de 99, donc qui date carrément du 20e siècle, donc il y a 26 ans maintenant, qui s'appelle Permission Marketing, et qui est un bouquin très fondateur du nouveau marketing du 21e siècle et c'est un très bon bouquin. Alors bien sûr je ne vous demande pas de le lire quand je vous parle de certains livres, je vous demande surtout de retenir le titre et l'auteur et éventuellement la thèse qui est soutenue par l'auteur et quelques éléments du plan. Bien sûr, je ne vais pas vous demander de lire 1, 2 ou 3 livres par cours sur ces différents sujets, mais sachez que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez passer, moi je vous conseille maximum un quart d'heure, vous interrogez bien sûr ChatGPT, peux-tu me résumer le livre de Seth Godin, Permission Marketing? ChatGPT vous fait un résumé en 20 lignes de Permission Marketing de Seth Godin. Et vous allez voir que dans ce résumé, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont applicables aujourd'hui avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec Internet, et qui sont des choses extrêmement importantes. Donc, retenez ma méthode pour lire les livres, ne les lisez pas en entier, c'est beaucoup trop long, et ça vous fait perdre de la concentration, ça vous fait perdre de la mémorisation. En revanche, retenez le nom de l'auteur et le nom du livre. Je vous ai cité tout à l'heure Jack Trout et Al Ries sur Positioning, je vous cite maintenant Seth Godin sur Permission Marketing. Ça, c'est des choses à retenir. Et si vous avez la curiosité de passer 10 minutes pour avoir le résumé de Positioning de Jack Trout et Al Ries et le résumé de Permission Marketing par Seth Godin, vous passez 10 minutes, vous faites une fiche et ça suffit largement. Maintenant, si vous êtes passionné et si vous faites un mémoire dessus, lisez les livres en entier, bien sûr, je serais ravi. Mais en première intention, je vous conseille vraiment de ne pas les lire. Et
pas la preuve, mais celui qui a dit ça très bien, je vais vous le montrer tout de suite dans une seconde. Le temps de changer de... Voilà, donc là vous devez le voir ici. Où est-il? How to read books. Voilà, ici. How to read books de Monsieur Adler. Donc cet auteur qui a écrit un bouquin How to read books, donc pas la peine que je vous traduise le titre, vous comprenez ce qu'il dit, How to read books, qui date de 72. Il explique, et vous voyez, ça c'est un résumé que j'ai fait faire par Grok. Il explique comment lire un livre et il explique, zut, là, je suis passé dans des endroits, ah oui, d'accord, j'ai cliqué sur un lien pour aller directement sur autre chose, pardon, excusez-moi. Il explique dans ce livre qu'il y a différentes manières de lire un livre et j'ai aussi un résumé qui vient de chez DeepSeek sur How to Read Books avec les citations. Vous voyez, moi ce que je fais sur voilà, vous avez une lecture active, analytique, compréhension, synoptique, etc. Une lecture constructive. Et dans le bouquin donc qui s'appelle How to Read Books, on vous explique qu'il ne faut pas lire les livres en entier, sauf si c'est votre métier, sauf si c'est votre terrain de recherche. Mais il vaut mieux être capable de citer l'auteur, de citer le titre, de citer la thèse, plutôt que d'être capable de lire le livre en entier. Moi, j'ai des gens qui ont lu des livres en entier qui me disent « J'ai lu un livre super intéressant sur le marketing ou sur la communication. » Et ils me disent ben, « Je me souviens plus du nom de l'auteur et je me souviens plus du titre. Il y avait marketing de... » Donc ça, c'est nul. Donc, en revanche, ce qu'il faut absolument, c'est retenir le nom de l'auteur et le titre du bouquin. Alors, je vous propose de passer à une autre partie. Donc, on a fait quand je vous parle du bouquin, c'est qu'on a fini pardon, excusez-moi, qu'on a fini le chapitre. Donc, je vous ai, quand je vous montre, voilà, quand je vous montre ça, c'est qu'on est, pardon, vous le voyez pas. Quand je vous montre ça, c'est qu'on est à la fin de la partie et on aborde maintenant une nouvelle partie. Je vous mettrai les slides sur le site, qui est la partie, je vous montrerai que quelques slides de cette partie sur cette nouvelle économie et ces nouveaux business models. Donc, juste une petite question tout de suite pour aborder cette nouvelle économie, ces nouveaux business models. Petite question, est-ce que ça et ça, c'est le même produit? Donc une Apple Watch d'un côté et une Rolex de l'autre. Est-ce que vous diriez que c'est le même produit? Non. Non, pas le même produit. Est-ce que c'est le même marché? Non plus. Est-ce que c'est le même consommateur? Est-ce que c'est le même bras? Est-ce que c'est le même bras qui porte... C'est possible. C'est possible, ouais. C'est possible d'en avoir une pour tous les jours, une un peu pour être un peu plus habillé, un peu plus classe. Ouais. Alors, tout dépend si on se place d'un point de vue fabricant ou d'un point de vue utilisateur. Alors, Rolex, déjà, c'est la plus grande marque, une des plus grandes marques de luxe au monde. 5 milliards, 4,5 milliards, on peut arrondir à 5 milliards. 5 milliards de francs suisses, c'est comme les euros, les dollars, à peu près. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est la plus grande marque d'horlogerie au monde, bien sûr. Ils font des montres absolument sublimes, avec des mouvements manufacture qui sont absolument sublimes. Est-ce que vous connaissez la deuxième marque de Rolex? Rolex a deux marques. Donc Rolex, la grande marque, et ils en ont une deuxième, une marque un peu plus bas de gamme, qui se vend pas mal d'ailleurs. Il s'appelle Tudor, Tudor. Tudor, c'est la seconde marque de Rolex.
Donc Rolex et Tudor, deux grandes marques d'horlogerie, elles font 4 à 5 milliards de chiffre d'affaires. Et puis de l'autre côté, vous avez Hermès. Les gens de chez Rolex, et c'est ça que je veux, la thèse que je défends là, c'est la myopie marketing des gens de chez Rolex. D'un point de vue fabricant, d'un point de vue fabrication, d'un point de vue fabricant, un peu comme tout à l'heure mon skate. Point de vue fabricant, c'est une planche, des trucks, des pads, des roues roulements à billes. De l'autre côté, c'est comment s'éclater sur un rampage, comment se déplacer de manière cool en ville, etc., etc. Donc, deux visions. Et là, d'un point de vue fabricant, on est d'accord qu'il n'y a aucun matériau en commun entre une Rolex et une Apple Watch. C'est pas la même méthode de fabrication, c'est pas le même prix. Il y en a une qui vaut au minimum 5000 €, l'autre qui vaut 500. Il y en a une qui dure 100 ans, l'autre qui dure maximum 10 ans. Donc, c'est deux produits qui sont, d'un point de vue fabrication, deux produits qui sont opposés, différents, pas le même prix, pas les mêmes matériaux, pas les mêmes fabrications, pas le même continent de fabrication, etc., etc. En revanche, d'un point de vue utilisateur, attention, c'est exactement la même chose. Il se vend aujourd'hui pour 8 milliards, donc Apple Watch est devant Rolex. Je parle juste des Apple Watch, hein, pas des iPhones, des iPads, des Macs, etc. Juste la division Apple Watch de Apple vend pour plus, pour 8 milliards d'Apple Watch, donc c'est plus que Rolex. Donc Apple Watch est le premier horloger mondial, parce que c'est bien une montre. Hein, ça se met au bracelet. Ceux qui ont compris, c'est Hermès qui font une collaboration avec Apple Watch. Grosso modo, le boîtier vaut 500 € et le bracelet Hermès qui va autour du boîtier, lui, il vaut 900 €. Donc on a une montre à quasiment 2000 € quand on prend une Apple Watch Hermès. C'est exactement le même boîtier, exactement les mêmes fonctions, hein, mais juste ça vaut 4 fois plus cher parce qu'il y a un petit bout de cuir de chez Hermès et c'est encore plus cher si on prend un double tour comme celui-là et c'est encore plus cher, j'ai pas la photo, si on prend une boucle déployante de chez Hermès, elle vaut encore plus cher que les boucles classiques. Et donc ce que je veux vous montrer là, c'est la myopie des gens de chez Rolex qui disent, comme les deux produits sont différents, ils n'ont rien à voir, donc ce n'est pas mon concurrent, ni direct ni indirect, donc je ne m'intéresse pas, et c'est là où est la myopie, je ne m'intéresse pas à ce qu'apporte l'Apple Watch aux utilisateurs de ce produit. Or, si vous êtes un peu au courant de tout ce qu'il y a dans une Apple Watch, on a son taux d'oxygène dans le sang, le taux de glucose, le rythme cardiaque, on a même un outil pour suivre son sommeil, on a un outil pour suivre sa température corporelle, on a un outil pour suivre ses cycles menstruels, on a un outil pour suivre le nombre de pas qu'on fait par jour, les calories brûlées, on a des dizaines d'informations. En plus de l'heure, bien sûr, on a la météo, on a la notification de ces messages, on a plein de choses dans une Apple Watch que, bien sûr, on ne va pas trouver dans une Rolex. Que pourrait faire Rolex ? Si vous avez déjà tenu une Rolex dans vos mains, vous savez que à l'intérieur du bracelet, sans toucher au boîtier et sans toucher au mouvement, qui est un très très beau mouvement horloger de chez Rolex, on peut à l'intérieur du bracelet de la Rolex, on peut y intégrer des dizaines de capteurs. Qu'est-ce qui empêcherait Rolex de mettre un capteur de pas, un podomètre, tout simple, de mettre un capteur de glucose, un capteur de taux d'oxygène, un capteur de sommeil à l'intérieur du bracelet? Ce capteur... C'est pas son marché. Excuse-moi, Ibrahim. Je dis que c'était pas son marché, c'est pas ce qu'il vise. Ah, absolument, mais à force de pas viser, ils vont finir par plus rien viser, par plus rien avoir. À force de dire ça n'a rien à voir,
de plus en plus de gens vont s'intéresser à leur santé, de plus en plus de gens vont dire, Rolex, c'est le monde du 19e, 20e siècle, je me tourne de plus en plus vers Apple Watch. Sinon, Apple Watch ferait pas 8 milliards de ventes. Et petit à petit, Rolex est en train de perdre des ventes. Petit à petit, ça reste encore très fort. Ils savent maintenir la rareté. C'est une très belle marque. Hein. Je les admire beaucoup. Mais je dis simplement que ils pourraient, à l'intérieur de leur montre, sans rien toucher à l'horlogerie de la montre, y rajouter des capteurs pour ceux qui seraient intéressés par des informations de santé, d'activité, de sommeil, et ils pourraient jouer sur les deux tableaux. C'est ça que j'appelle la myopie. La myopie consiste à dire je ne veux pas voir. Vas-y, Ibrahim. Vous pensez que ça intéresserait plein de gens d'avoir une Rolex qui fait tout ça? Bien sûr. Après, parce que après ça sort vraiment de leur standing, de tout ce qui parce que ça fait un peu les Rolex, c'est dur d'en trouver, c'est pas facile d'en acheter. En plus, il y a beaucoup de contrefaçons, des trucs comme ça. Donc je me dis quand même, ils se sont mis dans une gamme un peu c'est dur d'en avoir une, quoi. C'est cher et c'est dur d'en trouver, et de avoir des bracelets électroniques et des trucs comme ça leur mettrait je sais pas, c'est un peu comme les trucs comme Hermès, avoir un sac, par exemple à Birkin, c'est pratiquement très compliqué d'en avoir un, faut être une certaine personne pour pouvoir avoir accès à ces genres de sacs. Donc je me dis que c'est peut-être fait exprès aussi de leur part aussi de rester dans ce standing un peu, dans ce haut standing, je voulais dire. Oui, mais tout en restant dans ce haut standing, tu peux aussi satisfaire d'autres attentes de la clientèle et avoir un capteur de pas, un capteur de calories, un capteur de glucose, un capteur de thermomètre, un capteur de sommeil. Tu changes rien à l'aspect extérieur de la montre, simplement tu viens clipper à l'intérieur différentes choses. Encore une fois, si l'Apple Watch pesait 500 millions de chiffre d'affaires annuel, on dirait c'est trop petit, c'est pas intéressant, on oublie. Mais ça pèse, rien qu'Apple Watch, 8 milliards. Si tu ajoutes les montres Garmin, si tu ajoutes les montres Galaxy de chez Samsung, si tu ajoutes toutes les montres électroniques, admettons qu'on arrive à un 15 milliards de chiffre d'affaires, ça veut quand même dire que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à tout ça. Et qui pourraient très bien en même temps s'intéresser aux vrais, et tu l'as dit Ibrahim, aux vrais ou aux fausses Rolex. Donc qu'est-ce qui empêcherait Rolex de vendre des petits bouts de capteurs que tu clips à l'intérieur du bracelet, qui ne changent rien à la montre, et que tu peux déclipper si tu n'en veux plus après, et qui vont communiquer les informations nécessaires à ton smartphone, qui pourraient même servir pour retrouver une montre volée, ou qui pourrait même servir de détecteur de copie des montres copiées. Et ce que je reproche à Rolex, c'est de considérer à tort que les deux choses n'ont strictement rien à voir. Et pour moi, ces deux choses n'ont pas strictement rien à voir. Elles sont pas identiques, hein. Bien sûr, Rolex n'égale pas Apple Watch, mais elles sont imbriquées. Et c'est trop facile de la part de Rolex de dire ça n'a rien à voir, je m'en occupe pas. Surtout que l'industrie horlogère suisse, il y a 30 ans, s'est déjà fait ravager par une nouveauté sur laquelle ils ont rigolé pendant 2-3 ans, et c'est l'effet, vous êtes beaucoup trop jeune pour vous en souvenir, c'est l'effet Swatch. Quand les Swatch sont arrivés en Suisse il y a une quarantaine d'années, c'était une montre en plastique qui pesait 10 grammes, qui était avec une pile, qui était à quartz, et tous les horlogers suisses ont rigolé en disant mais c'est quoi cette montre suisse qui vient avec un bracelet en plastique qui pèse 10 grammes et qui est à quartz, c'est complètement stupide, ça ne marchera jamais. Et si aujourd'hui tu regardes, ils ont pris ça pour des flic-flac pour les gamins, quoi. Et si tu regardes aujourd'hui, regarde sur internet, c'est quoi le Swatch Group, tu vas voir que le Nicolas Hayek qui a lancé ces Swatch en plastique de 20 grammes qui valaient à l'époque une quinzaine d'euros en traduction en francs à peu près, quelque chose comme ça,
Eh bien, Swatch Group, aujourd'hui, ils ont racheté la plus ancienne manufacture de montres, c'est Breguet. Ils ont racheté Vacheron Constantin. Ils ont racheté Omega, la plus grosse marque de montres derrière Rolex. Ils ont racheté Blancpain, qui fait des montres de plongée absolument sublimes. Et ils ont des dizaines de marques de montres de haute joaillerie, alors qu'ils sont partis d'une montre en plastique à 15 €. Donc ça veut dire que l'industrie horlogère suisse, ils ne voient pas les vagues d'innovation qui arrivent. Ils disent, non, nous, on reste avec nos vieux mouvements. Mais si tu restes avec tes vieux mouvements, tu vas rester longtemps avec quelque chose qui sera peut-être pas très utile pendant très longtemps. Je vous prends un autre exemple. Ça, c'est la première compagnie, je vous le mets en grand, c'est la première compagnie d'aviation mondiale. Vous voyez le logo dessus et vous voyez qu'il n'y a pas de hublot. Donc si demain, ces gens-là, par la compression des colis, par la baisse du trafic, divisent l'avion en deux, c'est très facile à faire, j'ai beaucoup travaillé dans l'aviation, et font une partie voyageurs, une partie fret, ils vont pouvoir concurrencer l'aviation mondiale. Et ça, aujourd'hui, les compagnies ne le voient pas du tout arriver. Et puisqu'on est sur les compagnies aériennes, à votre avis, quel est le principal concurrent des compagnies aériennes? Quel est le principal concurrent? Les low cost. Alors bien sûr, Lufthansa se méfie de EasyJet, de Ryanair, mais c'est pas ça leur principal concurrent. Le coût du pétrole, enfin le coût du diesel. Ouais, la hausse du prix du kérosène, le côté il y avait flight scam, c'était honteux de prendre l'avion parce que ça détruisait la planète, il y a ça aussi. Mais voilà ce que dit Lufthansa. Regardez bien cette slide. Voilà ce que dit Lufthansa. Lufthansa dit notre plus gros concurrent c'est Zoom. Zoom, à lui tout seul, vaut plus que les 15 premières compagnies aériennes mondiales. Lufthansa, ils sont où? Ils sont ici. Air France, il est ici, tout petit, là. Et bien sûr, il y a Ryanair quelque part. Ryanair, EasyJet, et bien sûr, Southwest, Delta, Air China, China Southern et China Eastern. Donc, les compagnies aériennes, et écoutez bien, c'est le même problème que Rolex versus Apple Watch. Les compagnies aériennes, vous voyez cette slide, vous le voyez en bas, tout en bas ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est Lufthansa Innovation Hub. C'est fait par Lufthansa, cette slide. C'est pas moi qui l'ai faite, hein. C'est Lufthansa qui l'a faite. Donc Lufthansa dit, nous, en tant que compagnie aérienne, on sait que notre principal concurrent, c'est Zoom. Et ils ont, avec ça, la même réaction que nos amis de chez Rolex. Ils disent, notre principal concurrent, c'est Zoom. Et c'est tout. Et on fait rien. Alors que, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on est une compagnie aérienne comme Air France et qu'on sait que notre principal concurrent c'est Zoom? Pourquoi tu fais pas Air France Zoom? Pourquoi tu vends pas en même temps que le billet d'avion la possibilité de faire du Zoom ou de la visio ou du Teams ou ce que tu veux, de faire du Teams dans l'aéroport, plutôt que d'attendre dans une salle où il n'y a pas de Wi-Fi et où il y a du bruit, tu vends pour 50 € en plus que ton billet d'avion, tu vends une petite cabine dans laquelle peuvent accéder uniquement les gens qui ont pris l'option Zoom dans Air France, et tu as une cabine avec du gros Wi-Fi, avec du silence, et tu peux continuer à bosser dans les 2 heures où tu es dans l'aéroport. Et pourquoi tu vends pas aux compagnies aériennes, aux clients, pourquoi tu leur vends pas ça, du Starlink à l'intérieur des avions, et donc une super connexion Wi-Fi sur ton siège pour que tu puisses continuer à faire tes visios, à faire tes calls
sur ton siège avec une petite protection, avec un siège qui est un petit peu renforcé, ça existe et ça marche très très bien, ou avec des lunettes connectées. Pourquoi tu permets pas aux gens de faire continuer leur visio pendant qu'ils sont dans l'avion, sachant que tu as vu que ton principal concurrent, c'était Zoom. Encore une fois, je veux vous sensibiliser ici à la myopie des marques classiques sur l'innovation qu'ils n'intègrent pas à l'intérieur de leurs produits. Est-ce que vous comprenez ce point-là? Encore une fois, je dis pas que j'ai raison, hein, je dis pas que Rolex devrait changer, que Air France devrait changer, je dis juste ils devraient s'interroger, ils devraient commencer à réfléchir à une manière de intégrer les choses à l'intérieur de leurs produits emblématiques. Encore une fois, comme l'a dit Ibrahim, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, peut-être que ce sera quelque chose de limité, mais au moins c'est une manière de ne pas se faire renverser par une concurrence que, en plus, si tu la vois venir, c'est d'autant plus dommage de faire ça. J'ai une question. Vas-y. Une Rolex comme ça, vous la vendez au même prix? Avec les capteurs? Non, chaque capteur peut valoir 200 €. Tu achètes ta Rolex à 5000, qui est le prix le moins cher pour une Rolex. Ça peut monter beaucoup plus cher, mais la Rolex de base en acier, elle est aux environs de 5000. S'il n'y a pas la lunette crantée en or blanc, si c'est un modèle 31 mm, etc., ça vaut dans les 5000 €. Et à l'intérieur, tu vends un capteur de pas à 200 que tu viens clipper dans le bracelet. Tu vends un capteur de glycémie à 150. Tu vends un capteur de sommeil à 250. Tu vends différents éléments que les gens viennent clipper pour ceux que ça intéresse. Hein. Ceux que ça intéresse pas, ils le font pas. Mais ce serait dommage que des gens se détournent de ces montres-là, et pour ceux qui ont, je sais pas qui d'entre vous utilisent des montres digitales, mais quand on commence à s'habituer à la montre digitale, quand on commence à s'habituer à suivre ces différentes choses, c'est très dur de l'enlever, parce que tu as tout un score qui est continu sur plusieurs mois. Tu veux pas annuler tous ces scores pour remettre ta belle Rolex du dimanche. Donc il y a des chances que pas demain matin, hein, mais dans les 10 ans, que les ventes de Rolex commencent à baisser. Bien sûr, il y aura toujours de la demande pour le chrono Rolex en acier. Là, il y a 3 ans d'attente, ou pour tel modèle, il peut y avoir 10 ans d'attente sur ce genre de montre. Mais encore une fois, pour vendre pour 5 milliards d'euros par an de Rolex, ça plaît à différentes gammes de personnes. Et encore une fois, si les montres connectées étaient un tout petit marché, on n'en parlerait même pas. Mais ça commence à taper dans les 10, 12, 13 milliards de dollars par an de montres connectées. Donc ça veut dire qu'il y a un marché pour ça. Et il faut répondre au marché. Alors, je vais vous poser une question un peu complexe. Vous allez pouvoir exercer votre habileté à réfléchir. Vous connaissez tous, bien sûr, les GAFA, qu'on appelle aussi les Big Tech ou les Magnificent Seven. Vous savez ce que sont les GAFA. Mais on peut ajouter aux GAFA les NATU. Donc GAFA, vous savez ce que c'est, donc je répète pas. Les NATU, ce sont les Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Et puis on peut rajouter à ces NATU les BATX. BATX, c'est Baidu, c'est le Google chinois. Alibaba, c'est le Amazon chinois. Tencent, c'est le Meta chinois. Et Xiaomi, c'est le Apple chinois. Et puis on rajoute ByteDance. ByteDance, c'est TikTok. DJI, BYD, vous avez tout ça sur la slide. Alors, je vais vous raconter un début d'histoire, et le but c'est que vous prolongiez l'histoire avec la question que je vais vous poser. Alors, écoutez bien l'histoire. L'histoire est la suivante. En 2010, les GAFA sont venus disrupter l'économie mondiale.
donc des entreprises installées depuis un siècle, ont vu des boîtes arriver, Google, Amazon, Facebook, Apple, ils ont vu arriver ces gens-là, et tout d'un coup, ces gens-là valaient 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards. Aujourd'hui, la plus grosse boîte du monde, c'est Nvidia, elle est ici, là-haut, là, le petit N qui est ici, Nvidia, elle est valorisée 3000 milliards. C'est la plus grosse boîte du monde, devant les pétroliers, devant les voitures, devant tout le monde. Donc, je raconte mon histoire. 2010, l'économie mondiale se fait disrupter par les GAFA, plus Microsoft, plus les autres. En 2015, les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, sont venus ubériser les GAFA, donc deuxième vague. Puis en 2020, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, sont venus tycooniser les NATU. Et la question que je vous pose, c'est quelle est la 4e vague qui va arriver on est là en 2025, quelle est la 4e vague qui va arriver entre aujourd'hui et 2030? Quelle est la nouvelle vague qui va disrupter les BATX, les NATU, les GAFA et l'industrie mondiale? Donc à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après les BATX, après les Chinois? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des idées? Peut-être plus d'entreprises focalisées sur l'IA. L'IA est un facteur qui va peut-être venir, qui est en train de venir en ce moment, se déroule aujourd'hui et demain, se déroule le sommet pour l'IA en France, au Grand Palais. Il y a toutes les grandes boîtes qui sont là et qui parlent de tout ça. Bien sûr, l'IA va venir disrupter tout ça et on va avoir une prochaine vague avec OpenAI, avec DeepSeek, avec j'espère Mistral, qui est l'alternative française à tout ça. Mais quoi d'autre encore? Il y a au moins une dizaine de réponses à cette question. Ça, c'est une réponse. Donc, vous avez trouvé une réponse sur 10. Est-ce que vous avez d'autres idées? Peut-être plus de VR, de l'AR. Absolument, on peut mettre du métaverse là-dedans. Il y aura des boîtes de VR, AR, métaversiques qui vont venir peut-être renverser tout ça. Deuxième option, deuxième possibilité. Alors peut-être après, ce sera une conjonction de l'IA plus le métaverse. Mais deuxième idée, le métaverse, très bonne suggestion. Il y en a encore 8 à trouver. Alors, il y en a une qui n'est pas évidente, je vous la donne. Peut-être que c'est l'industrie qui s'est fait disrupter en 2000 par les GAFA. Maintenant qu'ils ont perdu un coup par les GAFA, un coup par les NATU, un coup par les Chinois, peut-être qu'ils vont se dire, maintenant qu'on n'a plus rien à perdre, peut-être qu'on va se réveiller. Imaginez Rolex dans 10 ans, ils vont se prendre toutes les montres connectées, ils vont baisser les ventes. Quand ils seront au pied du mur, qu'ils vendront plus rien, peut-être qu'ils vont se réveiller en disant tiens on a quand même un nom qui existe, Rolex ou Kodak ou Nokia ou n'importe quoi d'autre qui a pu disparaître ou Volkswagen est en très grande difficulté, idem pour Peugeot ou ces marques-là qui vont être en grande difficulté, ils vont se dire maintenant qu'on n'a plus rien à perdre, peut-être qu'on va se réveiller, qu'on va agir comme des startups. Regardez ce qui arrive dans un autre domaine, bien sûr, mais on est là pour toucher à tous les domaines. Regardez la misère qui arrive à Ariane Espace. Ariane, c'était le fleuron de la technologie. Ils envoyaient toutes les fusées en l'air. Il y avait Ariane et Soyouz chez les Russes. C'était la plus grande boîte du monde. Et ils se sont fait complètement détrôner par SpaceX. Et ils essayent toujours, avec autant d'ingénieurs, avec autant de calculs, ils essayent toujours de courir après SpaceX, ils n'y arrivent pas. Quand vraiment,
ils vont se sentir complètement dépassés, ben peut-être qu'ils vont dire, bon allez, maintenant on va prendre le mode agile et on va essayer parce qu'ils ont des atouts énormes. Ils ont un nom, ils ont des technologies, ils ont des brevets, ils ont des ingénieurs, mais ils sont empêtrés par leur vieille manière de fonctionner avec ceinture, bretelles, assurance, calcul et tout, et ils n'arrivent pas à lancer des fusées. Et peut-être que quand ils auront plus rien à perdre, peut-être qu'ils vont se réveiller en disant, bon allez maintenant, avant de mourir, un peu comme une start-up, hein, avant de mourir, on va se lancer et on va faire des choses. Et peut-être que là, ils vont se réveiller. Donc c'est peut-être l'ancienne industrie qui va se réveiller. Les anciens constructeurs automobiles, les anciens constructeurs de fusées, ou les anciennes sociétés dans le sport. J'en connais pas assez pour vous dire quoi, mais peut-être vous connaissez des vieilles marques de sport qui vont se réveiller tout d'un coup. Excusez-moi, je vais citer 2 marques que peut-être vous détestez en tant que sportif, mais si je vous cite Fusalp et comment elles s'appellent, les doudounes hyper chic. Ah oui, non, North Face, encore autre chose. Celle d'avant. Patagonia. Non, pas Patagonia, ni North Face. Des doudounes super chic qui valent 1000 balles la doudoune. Ah si, vous les connaissez forcément. Bon, peu importe. On s'en va. Montclair, bien sûr, Montclair, merci. Montclair, en plus c'est une ville pas loin de Grenoble. Où ont été créés les Montclair, c'est le nom de la ville. Donc bien sûr, Montclair, c'est une marque qui avait tout perdu et qui a été rachetée par un fonds d'investissement. Ils ont mis quelques millions dedans et ils l'ont relancée et hop, elle s'est relancée. Alors peut-être pas assez sportive, peut-être trop mode, mais bon, peu importe. Il y a des renouveaux de marques comme ça qui existent. Donc ça, c'est une troisième solution. Première solution, vous avez dit l'IA. Deuxième solution, le métavers. Troisième solution, ce que j'appellerais ça un petit peu, l'ancien monde avec Kodak. Je ne sais pas si vous avez connu Kodak. L'ancien monde qui se réveille. Et puis une autre solution, c'est, et je vais vous demander de retenir ce terme, les DNVB. Donc désolé de vous donner comme ça beaucoup d'acronymes, beaucoup de noms, je vous le mets dans le chat, DNVB. La lettre importante dans DNVB, c'est le V. DN, ça veut dire Digital Native. Donc Digital Native, c'est qui date de après 2000. C'est la définition d'un Digital Native. Le B, ça veut dire Brand, donc une marque. Donc les DNVB, c'est des marques Digital Native nées après 2000. Mais le mot important, c'est le V, qui veut dire vertical. Donc DNVB, c'est Digital Native Vertical Brand. C'est des marques qui prennent une seule spécialité. Exemple typique, le slip français. Le slip français, il fait que des slips. Bon, aujourd'hui, il fait des caleçons, il fait des chaussons, il fait des vestes, il fait des t-shirts, il fait des maillots de bain. Mais il a commencé par des slips et des caleçons, des sous-vêtements. Il fait que ça, mais il le fait mieux que tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Gibaud, le patron du slip français. C'est le frère d'un kiné célèbre sur Internet qui s'appelle Major Mouvement. Donc ils sont frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs. Non, ils sont frères. Il y a peut-être une sœur que je ne connais pas, mais les deux sont frères. Et donc Guillaume Gibaud, le patron du slip français, il fait des slips mieux que personne. Ils sont faits en France avec du coton français, avec un écusson cousu en France, avec un élastique français. Ils sont pas en train de fermer leur magasin surtout parce qu'ils n'arrivent pas à vendre assez de... C'est possible que ça n'ait pas assez marché, mais en tout cas, la démarche du slip français, c'est de faire des slips haut de gamme, de faire que ça, et d'intégrer verticalement, complètement, toute la fabrication du slip, en partant du tréfilage, en partant du lin, en partant de l'élastique, en partant de l'écusson, et ils ont essayé de se distribuer eux-mêmes par leur propre magasin. Alors peut-être que ça marche moins bien maintenant et qu'ils vont en fermer certains, mais en tout cas la démarche d'une DNVB,
Et on va en trouver plein des DNVB. Dans la lunetterie, par exemple, vous avez du Jimmy Fairley qui arrive et qui est une DNVB, qui intègre la fabrication de lunettes de A à Z. Vous avez des marques de cosmétiques comme Glossier aux États-Unis, Respire, Typologie, des marques qui font ça très très bien et qui font ça de manière complètement verticale. Et vous avez plein des dizaines de marques. Les matelas. Vous voyez les anciens matelas, les magasins de matelas, les Epeda, les Multispire, je connais pas bien les marques de matelas, mais vous aviez des dizaines de marques de matelas, et puis vous en avez 2-3, Casper aux États-Unis, Teddy Bear en France, Emma en Allemagne, qui sont venus vendre des matelas complètement différents, d'une manière différente, avec un magnifique site, avec une proposition 100 jours d'essai et remboursé, expédié par la poste. Le matelas, il tient dans un petit carton, enfin petit, pas si petit que ça, mais dans un carton assez petit, et ils ont complètement révolutionné la vente de matelas. Et donc, ces nouvelles marques-là, qui sont toujours des petites marques de niche sur des petits marchés de niche, mais ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils verticalisent la fabrication et la distribution de leurs produits, et ils font ça mieux que personne. Et donc, il est possible que ces DNVB viennent disrupter les grandes marques diverses et variées. Donc on a vu 5 manières. Il y en a encore d'autres, on va pas toutes les voir aujourd'hui, il y en a encore d'autres, y compris des marques qui sont capables d'utiliser, par exemple, une 6e manière de voir ma question, qui disrupte les BATX, ça vient de là la réflexion, qui disrupte. Eh bien, une autre manière de voir la réponse, c'est, par exemple, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais toutes les technologies de Web3 et de blockchain. La blockchain peut venir disrupter complètement les entreprises qui sont établies et qui sont sur un marché déjà bien connu. Et puis il peut y avoir encore d'autres manières de le voir. Ça peut être par exemple la French Tech. On en parle beaucoup ces jours-ci puisqu'on est sur le moment des startups françaises. Avec par exemple un Doctissimo qui est une marque relativement jeune qui peut venir disrupter les marques de santé. Non, excusez-moi, j'ai dit Doctissimo, je voulais dire Doctolib, pardon. Doctolib, qui est une jeune marque qui peut venir, qui pour l'instant fait du rendez-vous médical, comme vous le savez tous, mais qui demain peut très bien venir sur un marché qui est le marché du dossier patient médicalisé, qui est sur le marché de la santé publique, et qui peut venir prendre des parts extrêmement importantes dans ce qu'on appelle la health tech, donc les technologies liées à la santé. Donc si on résume un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vous l'avez tout en haut à droite, les Natu, GAFA, Natu, BATX. On a vu les DNVB, la blockchain, un peu du Web3. On pourrait voir des éléments de plateformisation, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et un bouquin à lire en particulier, je vais vous en donner 2 à lire, ou 2 auteurs à citer. Le premier auteur qui est très 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 à la mode ces temps-ci, c'est Monsieur Li. Son nom c'est Li, L-E-E. Et son prénom c'est Kai-Fu. Kai-Fu Li, c'est le grand spécialiste de l'IA asiatique. Il a bossé chez Google, il a bossé dans plein de très grosses boîtes, et aujourd'hui il a monté ses propres boîtes dans l'IA. Et il a vraiment une vision de l'IA qui est absolument excellente. Et puis un deuxième bouquin beaucoup plus classique qui s'appelle Jeremy Rifkin. C'est un économiste américain qui nous parle du Zero Marginal Cost Society et qui nous explique justement comment on peut venir disrupter ces différentes choses. Écoutez, je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. On peut faire une petite table ronde si vous avez envie de
poser des questions ou de parler de différentes choses. Là, jeudi, on verra des éléments sur la stratégie. Ce sera le cours de jeudi. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.